Bien, écoutez, bonjour à tous, à ceux qui sont connectés. Certains ne sont pas encore connectés et vont sûrement nous rejoindre en cours de route. Donc, bienvenue dans cette webconférence dont le sujet est la chirographie. Avant de passer la parole aux intervenants, j'ai juste 3 slides à vous passer rapidement pour finalement vous rappeler que Presen, c'est un cluster privé, donc un réseau d'environ 70 centres de compétences dans tous les domaines et tout type d'activités liés au contrôle non destructif et au structural health monitoring. Alors évidemment, on est inséré dans un écosystème des contrôles non destructifs plus larges. Je ne vais pas tous les décrire, mais voilà, les centres techniques, les pôles, les laboratoires, etc. Juste pour rappeler que nous menons principalement 2 actions. La première va concerner le fait de faire le lien entre les problématiques d'une entreprise, enfin des entreprises au sens large, et les compétences qui sont présentes donc dans notre réseau. La deuxième, c'est d'animer et de valoriser ces compétences avec une diffusion des connaissances, des journées techniques ou des webconférences comme aujourd'hui. Voilà, ce qui permet, quand on regarde le scope de nos adhérents, finalement d'adresser l'ensemble des technologies, des méthodes en matière de contrôle non destructif. Voilà, donc si on rentre un tout petit peu plus dans le détail, l'activité technique, c'est un fonctionnement qui est assez simple. Donc, si vous avez des sujets ou des questions, je vous invite à passer par ce système-là, puisque finalement, vous nous formalisez le sujet. Nous, on va le transmettre et donc le diffuser aux adhérents. Et puis, vous allez en retour recevoir évidemment des questions complémentaires, parce que vous n'avez pas forcément posé tous les éléments. Et puis surtout, recevoir des éléments de réponse, voire des propositions techniques et financières. Et donc, ainsi, Presen va jouer un rôle de courroie de transmission et vous aider à démultiplier les solutions et les contacts que vous pourriez avoir sur tout type de problème. On a des essais parfois qui sont des essais comparatifs, ça peut être de la faisabilité, de l'expertise, c'est vraiment très large. Là, on a tout le panel finalement des compétences de nos adhérents qui est à votre disposition pour répondre à vos besoins. Sur la partie animation, je le disais, des événements, des journées techniques, la prochaine journée SHM France qui aura lieu le 14 mars à Nantes, et puis un bulletin de veille que je pense la plupart des gens qui assistent aujourd'hui à la webconférence reçoivent, puisqu'on a quand même plus de 4200 destinataires. Donc, une version contrôle non destructif mensuel et une version bimestrielle sur le structural health monitoring. J'en dirai pas plus. L'objectif, c'est vraiment de démarrer le sujet du jour sur la chirographie. Donc, pour ça, je vais passer la parole à Thibaut Dobtrion, qui va nous parler de la chirographie en général, j'ai envie de dire, les avantages, les limites, les points forts, effectivement, par rapport à d'autres méthodes. Et puis, dans un deuxième temps, nous allons aborder le sujet de la robotisation de la chirographie. Vous verrez qu'il y a aussi des choses intéressantes à voir. Si jamais vous avez des questions, je vous propose, c'est de les poser dans le chat qui est tout en bas à droite sur votre écran. Nous y répondrons à l'issue des 2 présentations, donc n'hésitez pas à poser des questions sur l'une ou l'autre des présentations tout au long, et puis on les reprendra une par une pour essayer d'y répondre. L'objectif, c'est de terminer à 13h. Si jamais on voit que ça déborde parce qu'il y a vraiment beaucoup de questions, ou si vos questions arrivent ultérieurement, n'hésitez pas à les poser directement aux intervenants, puisqu'ils vous transmettront leur présentation dans les jours qui suivent, et donc vous aurez leurs coordonnées pour les contacter. Voilà, j'ai essayé de faire court comme promis. Je passe la parole donc à Thibaut, si tu veux bien lancer ton partage. Voilà, je pense que c'est bon. On peut voir l'écran. D'accord. C'est bon pour nous. On te laisse la Bonjour parole. à tout le monde. Je vais vite organiser un petit écran. Voilà, comme ça je vois aussi la présentation. Merci beaucoup Cyril pour l'introduction et pour l'organisation du webinaire, et Axio MRV pour la collaboration. Et merci à vous d'être présents. Donc on va parler de la chirographie, donc une technique CNB qui n'est peut-être pas toujours bien connue et qui peut parfois avoir une réputation négative qu'elle ne mérite peut-être pas ou plus. Donc principalement, on va s'attaquer au fonctionnement, aux applications, avantages et limites, ainsi que les perspectives. Et puis ensuite, Hervé, lui, sera plus sur la robotisation. Donc un mot très rapide sur Optrion, qui est une PME qui émane en fait du Centre spatial liégeois, qui est passé en société anonyme en 2001. Et ensuite, à partir de 2009,
Donc, on s'est concentré sur l'utilisation de sources laser pour des applications de métrologie avancée telles que l'ESPI, donc vous connaissez peut-être. Donc, vous savez peut-être aussi que c'est une technologie qui est difficile à utiliser en dehors de laboratoire optique. Et donc, là, on a développé pas mal d'industrialisation de ce type de méthode, ce qui nous a mené au développement d'un système de chirographie orienté vers des applications de contrôle non destructif qu'on appelle Definder. Donc voilà, pour positionner un petit peu la chirographie, donc je vous annonce tout de suite que la chirographie ne sera pas la solution CND pour toutes les applications et qu'elle va remplacer toutes les techniques CND existantes. Donc, ce n'est pas ça l'objectif aujourd'hui, mais clairement de positionner la chirographie qui peut avoir vraiment dans des applications pour lesquelles ses capacités sont bien exploitées, peut vraiment donner de très bons résultats en termes de détectabilité et de débit de taux d'inspection, comme on le verra. Mais donc, pour positionner la chirographie, en fait, on se place un peu dans les zones de faiblesse d'autres technologies. Encore une fois, l'idée n'est pas de dénigrer les autres technos, mais de montrer qu'il y a des limites dans les technos existantes et plus courantes actuelles et que la chirographie peut compléter. Donc, on a typiquement, si on prend trois techniques CND qui sont assez courantes, on va avoir les ultrasons, les rayons X et la thermo, avec des forces. Les ultrasons, on est bien conscient que c'est une large capacité de détection de défauts et que c'est une technique qui est très, très bien maîtrisée, donc qui est utilisée depuis très longtemps, avec beaucoup d'applications. Au niveau des RX, on a le plein champ sans contact et une bonne capacité de détection et de profondeur de pénétration. Et la thermo infrarouge active, typiquement, est également plein champ et sans contact et relativement facile à utiliser. Et voilà, ces techniques-là ont des faiblesses. Les ultrasons classiques, on est évidemment sur la nécessité d'un couplant et d'un contact, comme c'est bien connu. C'est relativement lent, lié à la taille du senseur. Et on peut avoir des données brutes qui ne sont pas toujours facilement interprétables. Alors on apprend à interpréter, mais pour un novice, ce n'est pas nécessairement facile. Les RX, évidemment, il y a les exigences de sécurité, des incapacités à détecter les délaminations parallèles au capteur et donc du coup l'obligation d'avoir plusieurs directions de tir pour un tir tangentiel. Ce n'est pas l'idéal pour les pièces hybrides et ça reste quand même relativement coûteux à l'achat, à l'installation et à l'exploitation. À la thermographie, on peut pointer la faible résolution classiquement des capteurs et une faiblesse au niveau des réflexions et de l'aspect optique de la surface. Donc, si on synthétise ça un petit peu, je dirais plus graphiquement, on peut avoir des points de difficulté avec les techniques CND existantes, qui sont typiquement le contact obligatoire avec la pièce, une certaine lenteur, des difficultés d'exploitation, une surface d'inspection qui peut être limitée ou une résolution de détail de cette surface qui peut être limitée et une portabilité soit impossible, soit limitée également. Alors, ça peut mener à des faibles cadences d'inspection dans certains cas. Et donc, comme je le disais, nous, on essaye de positionner la solution de chirographie dans ces zones de faiblesse. Donc, la chirographie, c'est une technique qui est 100% sans contact, qui a un fonctionnement très rapide. Donc, typiquement, on est sur 1 minute par zone d'inspection. La mise en place est aussi assez facile et c'est quelque chose sur lequel Optrion a beaucoup travaillé aussi. Donc, on est typiquement sur 15 minutes pour mettre en place le système, en prenant en compte la chauffe du laser, on va dire. On a une technique plein champ, donc on a évidemment une large zone d'inspection instantanée qui peut aller jusqu'à 1 mètre carré. On pourra débattre des tailles des défauts détectés en fonction de la surface. Mais vu qu'on a une autre résolution, même avec 1 mètre carré, on garde une grande capacité de résolution de défauts. Typiquement, pour du 1 mètre carré, on va être sur du 4 mm. Et c'est un système qui est portable et facilement transportable, qui fait à peu près 5 kg. Alors voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole. Quand je vous enverrai la présentation, si ça vous intéresse, il y a un lien ici vers des documents références des armées américaines. Donc, c'est un domaine dans lequel la chirographie est beaucoup plus utilisée qu'en Europe, qui mentionne à peu près les mêmes avantages. Donc voilà,
On va faire quand même un ou deux slides pour expliquer comment fonctionne la chirographie, parce que j'ai bien conscience que ce n'est pas une techno qui est hyper courante. Mais on ne va pas rentrer trop dans les détails techniques non plus. Je pense que ce n'est pas l'objectif non plus. Donc, on est sur un système optique sans contact. Donc, l'objectif ici, c'est d'aller éclairer la zone à inspecter avec une source laser de haute qualité, dans notre cas. Et donc, on va en fait observer la réflexion de ce laser à la surface de la pièce. Et on va faire une prise de mesure avec une caméra noir et blanc relativement classique, mais haute sensibilité, haute résolution. Je vous passe tout le détail des composants optiques. Et donc, on va enregistrer cette image de référence et ensuite, on va solliciter la pièce. Typiquement, le plus courant, le plus simple, c'est qu'on va apporter une source de chaleur externe qui va chauffer la surface de quelques degrés et qui va du coup solliciter cette surface. Et on va enregistrer l'évolution de la réponse, toujours avec la caméra, en comparant les images live avec l'image enregistrée. Et donc, on va, avec plusieurs systèmes optiques et calculs dans le software, extraire des informations qui sont directement rapportées à ce qu'il y a en fait derrière la surface. Donc voilà, ça c'est le fonctionnement simple. Si je vous montre un petit peu à quoi ça peut ressembler dans la vraie vie, donc ici on est sur l'inspection d'une pièce composite qu'on verra un petit peu plus tard, et on représente les différentes étapes de travail. Donc comme je vous le disais, là on voit ce que la caméra voit. Étape 1, on va faire un enregistrement de la référence. Étape 2, on a sollicité la pièce et on refait une mesure. Alors évidemment, à l'œil, on ne voit aucune différence parce que les déformations de la surface suite à la sollicitation sont très faibles. Mais le système, lui, va être capable de détecter toutes les déformations en surface. Et comme je le disais, avec un post-traitement mathématique, on va arriver à obtenir une cartographie des gradients de déformation de la surface. Donc, en étape 3, on voit l'image, que je vais appeler brute, même s'il y a déjà eu pas mal de traitements, qui est l'image de phase enroulée, comme on dit. Et ensuite, on a un petit post-traitement qui est live aussi, qui permet de faciliter l'interprétation. Et donc, on affiche là l'image déroulée. Donc, c'est à peu près les étapes de fonctionnement classiques. Donc, pour vous donner peut-être une explication supplémentaire sur le fonctionnement, donc en fait, on va observer uniquement la surface de la pièce et donc comment la réflexion du laser est modifiée par la déformation de la surface lorsqu'on chauffe la pièce. Mais en fait, la déformation de la surface, elle a été directement influencée par ce qu'il y a derrière, en fait. Et donc dans le cœur de la pièce. Donc, si vous avez une surface 100% homogène, vous allez chauffer cette surface de manière homogène, tout va se déformer de manière homogène également, et donc on n'aura pas d'information au niveau de la chiro. Si vous avez derrière la surface ou à la surface un défaut type de lamination, fissure, ou que vous avez une feature de la pièce du genre un renfort ou un changement de matériau, en fait, vous allez avoir un gradient de déformation dans la pièce qui va se déformer plus ou moins en fonction de ce qu'il y a en surface ou dans la profondeur de la pièce. Et c'est vraiment ça qu'on va afficher. Donc, on va vous montrer évidemment quelques cas pratiques. J'avance. Pour vous donner une petite idée de la sensibilité, hein, donc on est sensible de l'ordre de grandeur, en tout cas de fraction de la longueur d'onde du laser. Donc on est dans les micromètres. Ici, il y a un petit cas un petit peu marrant pour vous montrer comment le niveau de sensibilité qu'on peut avoir. Donc, en fait, on fait une inspection d'une pièce ici en carbone. Donc, sur l'image 1, on voit la zone inspectée visuellement avec le laser. Et je vous mets en image 2 ce qu'il y a derrière, en fait. Donc, on a deux renforts perpendiculaires et entre les deux renforts, il y a un autocollant qui était placé. Et donc, sur l'image live Chiro qu'il y a en étape 3, on voit là, en dessous de la petite flèche, la présence de l'autocollant qui est relativement bien détecté. Et on voit aussi également, évidemment, les renforts qui ont un signal beaucoup plus important. Donc, très rapidement, la solution de chirographie proposée par Optrion, c'est évidemment un mix hardware et software complet, développé et fabriqué en interne à 100%, donc avec toute la flexibilité nécessaire.
Il y a une petite description du système d'un point de vue technique que je vous laisserai regarder tranquillement après. Et donc, je vais vous faire un petit film qui dure 1 minute 30 de mémoire, qui vous donnera peut-être une idée aussi du fonctionnement live de la technique. Donc, je vous lance ça et je vous reprends juste après. Juste Thibaut, il n'y a pas de son dans le film. Ah oui, bon, le son, de toute façon, c'est pour... D'accord, c'était juste non, il n'y avait pas de commentaire, c'était juste une musique, d'accord. C'est ça, oui. Moi, je l'ai, le son, mais ça vous fait une belle jambe. Mais c'est une petite musique, donc c'est pas grave. Peut-être lancer une petite musique d'ascenseur. Donc là, oui. Donc là, c'est le dispositif que tu installes, c'est ça? Peut-être tu peux nous décrire le type de pièce. C'est quoi? C'est une pièce qui est en composite? Donc, on a une visualisation de l'image et du post-traitement. Le système qui est robotisable, évidemment, on en parlera. Voilà, très rapidement. On va passer des heures. Voilà, donc on va passer à quelques cas d'études. Bon, on n'en a pas 10 avec le temps imparti, mais je vais essayer d'avoir quelque chose qui est représentatif. Donc le premier cas pratique ici, c'est une application d'inspection après production d'une grande pièce nid d'abeilles monolithique, donc 3 mètres par 1 mètre 30 par 88 cm à peu près. Donc on est déjà sur une grande pièce avec la spécificité d'être une construction en double nid d'abeilles. Donc ici, ce qu'on peut observer, c'est la détection de défauts de 6 mm et 12 mm et demi, donc les quarts et demi-pouces. Donc sur l'image de gauche, on a la détection d'un défaut 6 mm dans la zone monolithique. Et sur les deux autres images, on va avoir les petits cercles qui sont des défauts donc simulés de délamination par insert de l'ordre de 12 mm. Donc ici, vraiment l'avantage qui a été mis en évidence, donc ça c'est vraiment une application industrielle, c'est qu'on est extrêmement rapide, donc on est 20 fois plus rapide que les ultrasons robotisés avec un niveau de détection supérieur. Bon, pour du nid d'abeille, c'est assez courant. Typiquement, là, le fabricant initial de cette pièce-là faisait l'inspection en thermographie infrarouge active et dès le départ chez notre client, on était à 5 fois plus rapide. Là, maintenant, ils sont presque à 10 fois plus rapides que ce qui était fait aux États-Unis. Et donc, la conclusion ici, c'est l'inspection plein champ, évidemment, qui permet une inspection rapide. Donc, on a des zones de l'ordre de 70 cm de côté inspectées. Et alors, on travaille aussi en réflexion, alors qu'en infrarouge, j'étais en transmission, ce qui complique quand même le setup. Donc ici, on a un exemple du taux de détection. Donc ici, on va présenter une zone spécifique de la pièce dans laquelle il y a des défauts qui ont été insérés. Ce qu'on voit ici à droite, donc on a les 4 petits inserts qui sont représentés par des lignes de couleur, qui sont placés à différentes interfaces, donc entre les plis ou entre les adhésifs et le nid d'abeille. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'on peut détecter la présence de ces simulations de délamination dans des endroits assez compliqués, type l'interface entre les deux nids d'abeilles, ou le chanfrein, comme on voit sur la droite, est typiquement difficile avec une techno genre ultrason. Alors, on n'inspecte pas jusque la face arrière du deuxième nid d'abeille. Donc, là, la profondeur de pénétration, elle va jusqu'au début du deuxième nid d'abeille. Et donc, il y a une inspection qui est faite depuis les deux côtés de la paroi, ce qui ne nous empêche pas d'être toujours avec les facteurs de rapidité que j'ai mentionnés juste avant. Donc là, on est vraiment sur une application qui fonctionne très bien, avec des images de haute qualité, même si le PDF ici ne rend pas nécessairement, et des taux de détection et
taux d'inspection. Un deuxième cas, on est sur une construction complètement différente, toujours dans l'aéro, des pièces assez classiques que vous avez sûrement déjà dû voir, de viremoteur. Donc, on est sur du CFRP avec de l'abradable. Les zones hors abradable, c'est du 48 plis. Et là, on est sur un contrôle qualité après impact. Donc, il y a des défauts qui ont été créés par impact de 15 à 50 joules. Alors, il y a certains impacts de faible énergie qui ne donnent pas de défauts. Mais tous les défauts qui sont créés et détectés par ultrasons, ici, sont détectés également par chirographie. La grosse différence, c'est qu'on n'est pas sur un système robotisé en transmission avec jet d'eau, mais qu'on est sur simplement 4 prises de vue avec la chirographie d'un seul côté, donc de l'intérieur pour ce cas-ci. Et là, en 4 fois 1 minute, on va dire, on a inspecté la totalité de la pièce. On remonte une petite construction ici qui a été faite à la main. Les mesures ont été prises à la main, donc l'alignement des images n'est pas aussi bon que ce qu'on pourra voir tout à l'heure avec une inspection robotisée. Mais donc, voilà, très rapide et un taux de détection très important. Ici, on voit un petit peu mieux les résultats. Donc, évidemment, tout ce que vous voyez qui est ces zones noires et blancs, je vais vous montrer ça. Tout ceci, évidemment, ce sont des défauts. Donc, tout ce qu'on a là, c'est des zones qui ont été impactées. Ceux-ci sont évidemment très flagrants. Maintenant, on a aussi une détection, si on zoome sur la zone ici. Donc, voilà les trois gros défauts. Mais on a aussi des 2 petits défauts ici qui sont des impacts de 20-25 joules de mémoire dans le 48 plis, impactés par le côté opposé, qui sont également détectés. Et on présente aussi la capacité de dimensionner correctement le défaut qui ici est pris à 67 mm. Et une fois après micrographie, on peut démontrer qu'on est sur les mêmes dimensions. J'avance. Le troisième cas d'étude, fort différent en termes de construction, mais c'est toujours en CFRP, mais on est sur un réservoir sous pression. L'objectif, c'est de vérifier la qualité après production. Donc ici, c'est un client qui cherchait à améliorer son process de production pour qualifier son produit. Et donc ici, ça va fonctionner de manière différente. Donc jusque-là, j'ai présenté des sollicitations par source de chaleur externe. Ici, on est sur une sollicitation par pression interne. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va toujours prendre une image de référence à l'état de repos. Puis ensuite, on va soit augmenter, soit réduire la pression interne pour créer une déformation positive ou négative de la surface. Et encore une fois, ce qu'on va pouvoir voir, ce sont les gradients dans cette déformation de la surface qui est influencée par les propriétés mécaniques et du coup, évidemment, la construction et les défauts potentiellement présents. Donc ici, c'est une pièce qui fait 2,5 mètres de long avec un diamètre d'1,5 mètre à peu près. Des épaisseurs qui vont jusqu'à 46 mm, donc là, c'est quand même très, très épais. Et c'est un produit qui a une pression de travail de 750 bars. Ici, on va inspecter, ça c'est aussi un des intérêts, donc c'est qu'on va inspecter, mais avec des pressions qui sont très faibles, mais qui peuvent aussi être des pressions proches de la pression de travail. Donc nous, tout ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un delta, en fait. Donc la référence peut être faite à pression ambiante, ou elle peut être faite, comme dans notre cas ici, à 2 bars, mais elle peut aussi être faite à 500 bars, et puis appliquer un delta de pression positif ou négatif pour créer cette déformation. Donc ici, on travaille entre 2 bars et 4 bars. Donc c'est très faible, mais ça nous suffit pour avoir les résultats que je vais vous montrer juste après. Ici, on est sur des zones de mesure de l'ordre de 50 par 70 cm, 75. Et la durée de mesure est de l'ordre de 30 secondes. Alors ici, il n'y a pas l'effet de chauffe, donc c'est juste le temps qui est nécessaire pour créer la différence de pression. Et donc, c'est un test qui peut aussi être réalisé durant des essais de résistance à la pression, par exemple. Voilà ici un exemple de ce qu'on peut obtenir. Donc, on voit différentes zones qui ont été inspectées avec typiquement des défauts de délamination, de fibres. On a aussi des plus grosses déformées basse fréquence ici. Je vais avancer sur le détail suivant. Alors ici, c'est une des limites de la technologie, c'est qu'on n'a pas d'informations très précises sur la position en profondeur, et qu'en fait, on regarde l'effet sur la surface.
Alors, en fonction de la structure du produit, on peut avoir des indications, mais on ne pourra pas vous dire c'est à 23,7 mm qu'on peut le faire en ultrasons. Mais ici, donc, pour vous donner une idée de la profondeur, on voit ici une zone qui a été inspectée par delta P, qu'on inspecte également par source de chaleur extérieure. Donc, on voit que le résultat est complètement différent. Et donc, avec la sollicitation thermique, on a une indication sur ce qu'il y a en surface et sur les quelques premiers millimètres, qu'avec la sollicitation via pression interne, là, on a une information qui va beaucoup plus en profondeur. Ici, typiquement, je vais regarder combien de temps il me reste. On est sur le type de défaut, hein, comme je viens de le dire, de ce qu'on peut détecter sur ce genre de produit. Donc, c'est assez unique, je pense, qu'on peut obtenir avec la chirographie pour ce type de produit, et c'est extrêmement simple à mettre en œuvre. Alors, il y a d'autres cas, type nautique, hein, où on peut avoir des informations sur les défauts, la structure des plis, et ainsi de suite. En sport auto, hein, donc avec des pièces carbone, avec des inserts mousse, des inserts métalliques pour visser, des réparations ici sur un sandwich, ou des applications un peu plus spécifiques, hybride titane CFRP dans le cas ici. Donc, si on compare les niveaux de détection, bon, ça c'est une source externe. C'est sûr qu'en fonction des sources, on peut avoir des variations. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que la chirographie est assez complète. Alors, encore une fois, ça va dépendre de l'inspection et en tenant compte, ça va dépendre du type de pièce, pardon, et en tenant compte du fait qu'il y a tout de même des limitations. Mais voilà, c'est un système qui est assez versatile. Avec des limitations, comme je le disais, mais beaucoup d'avantages également. Donc voilà, j'arrive à la fin de la présentation. Donc pour rappeler rapidement ce qui fait les avantages de la technologie, hein, donc c'est le sans contact, la rapidité du fonctionnement et de la mise en place, qui couplé au plein champ et à la haute résolution peuvent donner des taux d'inspection très élevés. Donc ça s'adapte assez bien à la robotisation et au contrôle de grandes pièces. Et c'est un système qui est portable et qui peut tout à fait être utilisé sur site pour des mesures soit chez un client fabricant, soit chez quelqu'un qui fait de la maintenance, typiquement. Donc voilà, je pense que de mon côté, c'est tout. Et je pense que du coup, on indique les questions, on garde ça pour après. Donc, je vais prendre la main avec même une minute. Voilà. Si j'ai une question, moi j'en ai quelques-unes. Cyril, je ne t'entends pas de mon côté. Tu ne m'entends pas. Est-ce que tu… Ça y est, non, c'est bon. Ah, d'accord. Voilà. Donc, je disais effectivement, on a déjà quelques questions. Moi-même, j'en ai quelques-unes. On les posera à la fin. Donc, Hervé, si tu veux bien enchaîner avec la présentation sur la robotisation de la chirographie. Comme ça, voilà. On voit bien. Oui, alors bonjour à tous. Merci Cyril pour l'organisation. Merci Thibaut pour la présentation de la techno. Moi, je vais vous parler robotisation. Donc, juste un mot. Je change de slide, pardon. Voilà. Juste un mot sur Axiom, sur la société. Juste une slide, juste pour vous présenter qu'Axiom, Axiom, donc on est une société qui réalisons la robotisation de différentes applications. On est une quarantaine de personnes, 8 millions de chiffres d'affaires. Et donc, nous, on travaille sur 5 grands domaines d'activité. La robotisation de la partie découpe, usinage, avec des procédés comme du fraisage, du jet d'eau, haute pression, du traitement de surface qui est plus sur du flammage de pièces, du brossage, du ponçage, de l'ébavurage, du contrôle non destructif, c'est ce qui nous amène aujourd'hui, avec différentes technos. L'automation, c'est la partie définition des préhenseurs, manipulation des pièces. Et puis nouvellement, on a rajouté la fabrication additive robotisée, avec une tête de fabrication additive métallique pour l'instant, pour aller faire des pièces en impression 3D avec des robots. Voilà, donc vous avez compris, notre métier, ça tourne toujours autour du robot.
Justement, robots polyarticulés, tels que vous le voyez là, par exemple. Donc, on parle de robots 6 axes. Alors, pourquoi ces robots-là? Parce que ça, c'est des robots qui sont extrêmement fiables, extrêmement développés. On les trouve dans de très nombreuses industries. Ça a commencé par l'industrie automobile, hein, dans les années 80, 90. Nous, on a intégré le premier robot en tout début des années 90. Et puis, depuis, ils sont fabriqués en très grande quantité, donc c'est très robuste, c'est très fiable. Et voilà, c'est sur ces outils-là qu'on s'appuie pour développer nos machines. Quand on parle robot, comme vous l'avez vu là, l'avantage, c'est qu'on peut associer des axes externes. On a vu le robot, il a 6 axes. Une baie robot peut piloter, alors selon les marques chez ABB, par exemple, peut piloter jusqu'à 4 robots, donc jusqu'à 24 axes. Donc on peut rajouter des axes externes au robot. On peut rajouter par exemple un plateau tournant. On peut rajouter un axe linéaire, on peut déplacer le robot sur un axe linéaire. Et on peut même synchroniser des robots. Dans la vidéo qui est là, si elle veut bien partir, voilà. On a un robot maître, un robot esclave. On programme que le robot maître et on indique au robot esclave qui va suivre le maître. Donc là, on a fait une petite démo ici avec une balle et puis après avec une tasse de café, hein. Et en programmant un robot, en fait, la même baie sait piloter tous les axes et sait synchroniser tous les axes. Ça permet aussi au passage de voir un peu les configurations que le robot peut prendre, s'il est pied au sol, s'il est pied relevé. Tout ça dans l'idée d'industrialiser par la suite. Voilà. Et puis au sourire du programmeur, là, on voit qu'il est assez content de son opération. Quand on utilise un robot aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un jumeau numérique. C'est-à-dire que vous voyez ici, à gauche, vous avez la même application qu'on a vue juste avant, mais sous forme de simulation. À droite, c'est une application plus orientée chirographie. On intègre une tête de chiro au bout d'un robot, d'un cobo même. On va en reparler tout à l'heure. Donc ça veut dire que quand on travaille en robotisation, on travaille avec un jumeau numérique. Alors ça, c'est intéressant parce que ça permet de faire des simulations. Ça permet de laisser la machine travailler pendant qu'on programme, qu'on prépare les opérations suivantes. Donc on travaille en temps masqué en fait. On fait toute la préparation en temps masqué par rapport à la machine elle-même qui est plus disponible pour faire ce qu'on lui demande de faire, c'est-à-dire tout son travail d'inspection. Ça, c'est des grands principes sur les robots. Maintenant, quand on travaille avec un robot, ce qui est intéressant, c'est qu'un robot, c'est un outil que l'on programme. Donc, on met en séquence des opérations. Donc, en mettant en séquence des opérations, on applique une certaine méthode. Et cette méthode, on la sauvegarde par programme. C'est jamais qu'un programme qu'on sauvegarde. Donc, en sauvegardant le programme, on sauvegarde aussi la méthode. Ce qui veut dire qu'en réappelant ce programme et cette méthode, donc, on fait toujours la même chose. On est totalement indépendant de l'opérateur qui va manipuler. Ça veut dire qu'on est très répétable et on est reproductible. C'est-à-dire qu'on est répétable, on fait toujours la même chose et on est reproductible, c'est-à-dire qu'en faisant toujours la même chose, on a toujours le même résultat. Et ça, c'est important en inspection parce que ça veut dire que la méthode, la façon de faire ne va pas dépendre de l'opérateur. Ça va dépendre d'une machine que l'on aura prévue pour ça. Donc là, pour visualiser un petit peu, j'ai mis 3 types de robots de marques différentes, ABB, Fanuc, KUKA. Il y en a bien d'autres. On ne va pas rentrer dans tous les types de robots, il y en a énormément. Là, c'est des robots qui sont à peu près de capacité identique, c'est-à-dire qu'ils ont un rayon d'action d'un mètre, ici 1,65 m, ici 1,80 m, ici 2 mètres. Le rayon d'action, c'est entre la base du pied et le poignet allongé, on va dire. Et ces robots-là, ils peuvent porter celui-ci 20 kg, celui-ci 25, celui-ci 16. Bon, on est sur les mêmes gammes de robots avec des répétabilités de positionnement qui sont ici de l'ordre de plus ou moins 4 centièmes, ici plus ou moins 2 centièmes, ici plus ou moins 4 centièmes. Donc, on voit que le robot est un outil quand même très, très répétable et on l'a vu avant, très robuste et donc qu'on va pouvoir intégrer pour faire des opérations complexes. Donc ça, c'est des généralités. Maintenant, quand on applique ça à la chirographie, on a vu avec l'exemple, avec ce que nous a expliqué Thibaut, que en fait, la chirographie est basée sur une prise de vue, puis on met la pièce sous contrainte et on reprend une vue. Ça veut dire qu'entre entre ces prises de vue, il est important de ne pas avoir de mouvement entre la pièce et la caméra.
Donc typiquement, avec un robot, c'est beaucoup plus pratique puisqu'on programme on programme la position et on va toujours revenir à cette position. On va donc faire des acquisitions de façon très répétable et on évite les mouvements entre la pièce et la caméra. Donc on est plus répétable, on est plus reproductible. Et puis, on facilite nettement la mise en place, du matériel. Quand on fait ces opérations-là manuellement, on a la caméra, sur un trépied, on a éventuellement des câbles au sol. Pour revenir sur une position, c'est difficile. Là, c'est tout automatique, évidemment. Quand on travaille comme ça, ce qui est intéressant en utilisant un robot, c'est que le robot, lui, il a donc une baie de commande, qui a des capacités de communication avec le système d'acquisition et qui sait à tout moment où est le poignet du robot. Le poignet, c'est l'extrémité du robot, on sait la positionner dans l'espace. Donc après, par un jeu de calibration, si on sait calibrer la caméra, on calibre le champ de vision par rapport au robot lui-même, c'est-à-dire que le champ de vision, on l'exprime dans le repère du robot. On calibre la position de la pièce dans le repère du robot. Alors il y a des procédures pour ça, hein. Ça c'est notre travail d'intégrateur pour développer ces procédures et mettre en œuvre, tout ça, ce qu'on a mis en œuvre sur plusieurs principes déjà. En faisant ces différentes opérations, on sait exactement ce que l'on voit et on sait où on le voit. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on va pouvoir, avec les coordonnées du robot, savoir exactement où on les voit sur la pièce. Et quand on lance une acquisition, donc quand la baie robot lance un top à l'acquisition, on va associer ces données-là de position avec l'image qu'on a récupérée. Donc en chirographie, c'est très intéressant parce que justement, vous avez des exemples ici où on voit un robot qui fait une fenêtre d'acquisition ici en rouge. Avec cette fenêtre d'acquisition, le robot va associer des métadonnées qui vont être la position de cette fenêtre. Et ces métadonnées vont suivre l'image. Ça veut dire que tout à l'heure, Thibaut nous parlait de stitching, donc de cartographie, de photos qui étaient mises les unes à côté des autres manuellement. Là, le logiciel va permettre de faire un stitching automatique, d'autant plus facilement qu'on a les positions associées avec chaque image. Donc on sait reconstituer, le logiciel sait reconstituer l'image complète de la pièce et on sait faire une cartographie qui est bien plus optimisée. Voilà, ça c'est l'idée de donner des coordonnées en plus de l'image. Ne pas faire qu'une prise d'image, mais rajouter des données supplémentaires. Ça a aussi un intérêt en chirographie de pouvoir, de savoir exactement où sont les défauts. C'est-à-dire qu'on prend la vue, on fait la carto, mais on a aussi la possibilité de connaître où sont les défauts sur la carto, puisqu'on a fait une cartographie par définition. On a des axes et donc on a des coordonnées et on sait où sont les défauts. Ça veut dire que quand on veut revenir sur un défaut, par exemple, pour faire une levée de doute, en manuel, c'est pas toujours facile de se repositionner comme on avait fait la prise de vue 10 minutes avant. En automatique, avec un robot, il suffit de dire on va à telle coordonnée et le robot retourne à ses coordonnées, il se retrouve dans les mêmes conditions que ce qu'il avait quand il a fait la prise de vue. Donc on sait pointer un défaut. Et subtilité en plus, on sait par des moyens annexes, éventuellement, reprojeter le défaut sur une pièce réelle. C'est-à-dire qu'on peut, par des dispositifs, ramener une pièce, définir la position de la pièce, et comme on sait, comme on a la cartographie des défauts par rapport à la pièce, on peut reprojeter en réalité augmentée, c'est ce que vous voyez là, on peut reprojeter les défauts sur la pièce. Donc voilà, on exploite au maximum ces données de coordonnées et de cartographie vis-à-vis de la pièce. Donc quand on dit ça, on est typiquement dans l'industrie 4.0, on est dans la collecte de données. Donc on a vu que pour travailler avec des robots sur ce genre d'application, ça permet déjà de travailler en flux s'il y a besoin. On travaille sur des lignes de production. On a vu qu'on pouvait associer un jumeau numérique et donc faire de la simulation et donc optimiser d'autant plus le temps d'utilisation de la machine réelle.
Et puis, ce qui est important, c'est ce que j'ai mis en gras ici, on a une continuité numérique. C'est-à-dire qu'on part de la CO de la pièce, on fait du contrôle, on fait l'analyse, on fait la cartographie et on va même jusqu'à stocker automatiquement les données. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rupture dans la chaîne numérique. Du début à la fin, on est tout numérique et tout automatique. Et ça, c'est ce qui est de plus en plus demandé de toute façon chez les clients finaux, c'est ne pas avoir de rupture. Donc, on est typiquement dans ce cadre-là. Donc là encore, quand on applique ça à la cartographie, il y a des choses intéressantes, c'est que on peut automatiser les trajectoires de prise de vue. C'est-à-dire qu'un des critères qui est intéressant en cartographie, qui est important, c'est d'être normal à la surface pour avoir les meilleures acquisitions possibles. Et donc ça, on peut le travailler en simulation. Je mentionne ici un partenaire avec lequel on travaille, qui est Twin Robotics, qui eux développent justement des logiciels de simulation qui intègrent une partie métier. Et donc là, typiquement, la partie métier est chirographie. Avec ce genre de simulation, on s'est préparé au mieux les trajectoires avant de les exécuter. Le but du jeu, c'est que l'utilisateur final sache maîtriser sa machine et s'il a des nouvelles références à intégrer sur sa machine, eh bien, il puisse les faire facilement, hors ligne, de façon quasi automatique. Donc ça, on l'a vu, ça permet d'optimiser les acquisitions. Ça limite le nombre de prises de vue, puisqu'on va prendre les vues seulement là où on en a besoin, avec le minimum de recouvrement nécessaire. Donc ça limite aussi le volume de données, parce qu'il faut savoir qu'une prise de vue, c'est plusieurs mégaoctets, voire plusieurs gigaoctets. Donc si on optimise le nombre de prises de vue, on facilite la carto et on facilite la sauvegarde qui est derrière. On a parlé robot jusque-là. Alors, dans le terme robot, si on rentre un peu plus en détail, il y a les robots et les cobots. Vous avez sans doute entendu parler des cobots. Les cobots, ce sont des robots collaboratifs. Donc, ce sont des robots qui peuvent collaborer avec l'humain. C'est-à-dire que ces robots sont, je mets des guillemets, normalement pas dangereux. Si on touche le robot quand il est en mouvement, il s'arrête. Donc, ça veut dire qu'on peut travailler à côté du robot après une analyse de risque bien détaillée. C'est pas toujours immédiat, c'est un point quand même important à travailler. Alors pourquoi ramener ça à la chirographie? Parce qu'en fait, la chirographie, c'est intéressant, c'est un process qui est facilement intégrable. C'est-à-dire que c'est un process sans contact, il n'y a pas de rayonnement ionisant. On travaille avec un laser, mais c'est un laser de classe 1, donc il n'est pas contraignant. On chauffe éventuellement, mais avec des lampes flash, mais on chauffe pas très fort, donc il n'y a pas de danger non plus, il n'y a pas de produits chimiques, il y a pas voilà. Donc ça veut dire que ce process de chiro, il est bien adapté pour le mettre sur un cobo, pour pouvoir travailler, dans un environnement ouvert, sans protection, un environnement flexible qui facilite aussi l'ergonomie, de l'opérateur. Donc, on fait l'économie de ces protections-là. Je reviens sur l'analyse de risque, hein. Il y a forcément par l'intégrateur une analyse de risque à faire complète pour valider que, effectivement, dans les conditions d'utilisation telles qu'on les a prévues, il n'y aura pas de risque. Voilà, on limite donc le coût de l'installation, on limite l'emprise au sol. Voilà, c'est un process qui s'intègre bien dans ce cadre-là. Donc, on a parlé un peu conditions de travail en parlant de ça. Ce qui est important aussi quand on robotise une telle application, c'est qu'on évite de manipuler les pièces d'une part et le matériel. Ça évite déjà tout ce qu'on appelle les TMS. S'il faut aller porter des pièces, on risque les fameux TMS. Et puis, si on manipule beaucoup de matériel, on évite les risques de casse, puisque du coup, là, le matériel est intégré sur le robot et c'est le robot qui fait des trajectoires. Ce qui est important, c'est les 2 petits points après, qui sont les mêmes en fait. C'est que les gens qui font l'analyse, les gens qui sont qualifiés, niveau 2, niveau 3, qui vont faire l'analyse des données et qui vont faire la sanction, ils ne sont, utilisés, ils vont faire que ce pourquoi ils sont qualifiés. C'est-à-dire que ça n'a pas vraiment de sens de mettre un niveau 3 à manipuler des pièces toute la journée. Sa valeur ajoutée, elle est à faire l'analyse et à faire la sanction. Et là, en travaillant de façon robotisée,
eh ben, la personne qualifiée, elle est concentrée sur son travail pour lequel elle est là. Donc on met les bonnes ressources au bon endroit. Ça, c'est important. Alors, pour robotiser, quelles sont les clés du succès pour robotiser? On l'a vu là très vite, hein, on a balayé très vite, et là, c'est un peu la fin de la présentation. Il y aurait beaucoup de choses à en dire. Pour le succès, justement, il se fait non pas juste dans: «Je prends un robot, je mets la tête au bout». Il faut concevoir une solution globale. Il faut savoir travailler dans l'ensemble de la solution. Il faut avoir des moyens d'étude, en automatisme, en électrique, en mécanique. Il faut définir les éléments mécaniques, en robotique bien sûr. Faut bien choisir le robot. Faut prendre en compte les contraintes du process, ça c'est une chose importante. Et puis il faut avoir les différentes briques, techno aussi. C'est-à-dire que pour faire quelque chose d'homogène, complet, il faut aussi savoir, communiquer avec le logiciel de simulation, communiquer avec le système d'acquisition. Donc il y a des connexions et des interconnexions et il faut vraiment prendre en compte l'ensemble de la chose. On l'a vu sur les calibrations, ça c'est un point important aussi si on veut avoir quelque chose, d'efficace. Donc voilà, c'est toutes ces données-là qu'il faut savoir intégrer, tout en travaillant avec, les différentes normes, les normes CE sur, la sécurité des machines par exemple, pour pouvoir faire une machine complète, homogène sur laquelle on met le logo CE. Donc ça c'est notre travail, Axiom. Voilà, pour, très rapidement ce que j'avais à en dire. Au final, qu'est-ce qu'on gagne à robotiser? Alors ça, c'est un slide que j'avais déjà fait voir. C'est un peu du retour qu'on a eu de nos clients, et c'est le résumé de ce qu'on vient de voir. Qu'est-ce qu'on gagne? On gagne en gestion des ressources. On l'a vu, on met les bonnes personnes au bon endroit. On applique des méthodes, des stratégies de contrôle et on optimise ces stratégies-là. On améliore les conditions de travail et puis au final, on améliore, on l'a vu, la productivité, la qualité, la fiabilité. On facilite la traçabilité, donc ça, c'est toute la continuité numérique et puis, ça donne effectivement des possibilités vers des choses que l'on n'avait pas forcément, vues ou pas encore imaginées en faisant, des pièces beaucoup plus complexes et dans des environnements, qui peuvent être difficiles. Voilà, ça a été assez rapide, mais vous pouvez nous retrouver sur différents moyens, hein. J'ai mentionné là, vous l'aurez, le site Axiom, la page LinkedIn, page YouTube, il y a quelques vidéos. Voilà, merci pour votre attention donc. Merci Hervé, c'était très clair. Écoutez, ce que je propose, c'est de passer à la séance de questions. Alors, il y en a un certain nombre, je vais essayer de les regrouper parce qu'il y en a qui concernent plus, la méthode en tant que telle. Alors, les premières vont être peut-être pour Thibaut. Est-ce qu'il y a une sensibilité à la luminosité? Sous-entendu peut-être, on est en intérieur, on est en extérieur, est-ce que je fais un contrôle, un coup le soir, un coup en pleine journée ou avec des conditions changeantes toute la journée? Finalement, la première image de référence sert à faire justement une vraie référence ou est-ce que ça influe sur, les possibilités, de la méthode? Donc, au niveau du fonctionnement Ouais. en lumière visible, il y a aucun problème. En fait, il y a à l'intérieur du système, au niveau optique, on filtre tout ce qui n'est pas la lumière de la longueur d'onde du laser. Alors, vraiment, si vous allez faire une partie de l'acquisition presque dans le noir et puis une partie de l'acquisition avec un spot 500 watts sur la zone d'inspection, là, le réglage de sensibilité de la caméra ne sera plus vraiment adapté. Donc, en fait, on peut faire des mesures en intérieur, en extérieur sans problème. Il y a quand même quelques petites précautions à prendre, comme je viens de le dire, pour la continuité, quoi. D'accord, OK. Très bien. Dans le genre de questions un petit peu génériques comme ça, entre une pièce chaude et une pièce froide, puisqu'on parle à un moment de sollicité, est-ce qu'il y a une différence entre une pièce chaude et une pièce froide? Et surtout, est-ce que le fait que la pièce refroidisse est un problème? Par exemple, en thermographie, on peut utiliser le refroidissement pour faire, de l'analyse. Est-ce que là, il faut au contraire, on a besoin d'une pièce qui soit stable, à l'instant de la mesure pour pouvoir comparer avec,
la pièce à un instant T, puis avec 10 degrés de plus ou 10 degrés de moins? En fait, ça s'apparente très fort, vu qu'on fait l'analogie à la thermographie infrarouge, hein. Donc, on peut soit travailler en dilatation ou en contraction, donc soit après, soit avant la chauffe, donc sur la courbe montante ou sur la courbe descendante. En fait, on va enregistrer une séquence temporelle. Donc, on va avoir une seule référence, mais on va comparer toutes les images live à cette référence-là. Et donc, on peut commencer justement l'enregistrement et l'interprétation et la recherche de défauts dès la chauffe, pendant la chauffe et après la chauffe. Et alors, on peut faire une référence aussi en post-traitement, on peut faire une référence après et comparer tout ce qui a été fait avant. Donc, il y a pas mal de process, il y a pas mal de possibilités, mais donc, voilà, c'est un peu comme l'analogie du COPV, hein, donc le système sous pression, où on peut travailler en delta P positif ou négatif. Les deux fonctionnent, en fait, vu que tout ce qu'on cherche, c'est une différence, une déformation de la surface par rapport à la référence qui a été prise. Donc, on peut aussi typiquement avoir un effet dynamique, qui est une pièce qui sort d'une machine d'injection ou qui sort d'un process à une température donnée, faire une référence à ce moment-là et puis observer le refroidissement de la pièce. Ok, merci. Concernant la résolution et le fait de faire des mesures plein champ, enfin sur un champ assez large, tu en parles souvent, est-ce qu'en revanche la résolution va dépendre de la surface du champ observé? Alors, on a et quelles sont les différences de résolution? C'est-à-dire, si je regarde un champ de quelques centimètres, est-ce que vraiment j'augmente ma résolution par rapport à un champ de 80 centimètres de large Mais donc, en fait, la constante, c'est le capteur CMOS qui est utilisé, qui est un 5 mégapixels. Alors, en fonction de ce qu'on va projeter sur ce capteur-là, qui est soit une zone peut-être très petite ou une zone jusqu'à 1 mètre carré, alors la limitation d'1 mètre carré, elle est liée en fait à la puissance du laser pour qu'on ait suffisamment qu'on part d'un laser ponctuel, qu'on va diverger. Plus on éclaire une grande surface, moins il y a d'intensité de lumière, hein, donc par unité de surface. Donc la limite, elle n'est pas liée au capteur caméra, elle est liée à la puissance du laser. Alors on peut avoir des solutions à ça, mais donc pour un capteur caméra de 5 mégapixels, on va observer une surface plus ou moins grande. Donc c'est sûr que si vous observez une petite surface, vous avez 5 mégapixels pour résoudre une surface de petite dimension, et donc vous allez avoir plus facilement une détection de petits défauts. Donc typiquement, on demande 10 pixels pour résoudre correctement un défaut. Donc si vous faites le petit calcul, si vous avez une dimension horizontale de 600 mm de la zone inspectée, ça veut dire qu'on va pouvoir détecter, donc résoudre très correctement un défaut de 2 mm. Si vous avez une zone de travail avec une distance horizontale d'1 mètre, donc je dis l'horizontale parce qu'on est sur un capteur cap-tiers, hein, donc qui n'est pas carré. Pour une zone d'inspection avec une distance horizontale d'1 mètre, on va détecter résoudre des défauts de 4 mm. Et donc voilà, c'est linéaire, donc on peut faire le calcul assez facilement. Plus on va se rapprocher, plus on pourra détecter des défauts petits, moyennant qu'on arrive à les solliciter, évidemment. Un moment de micrographie. D'accord. Il y a un ensemble de questions que je vais essayer de regrouper. Alors, j'espère qu'on me pardonnera si je les regroupe mal. Sur la partie plus matériaux, typiquement sur le réservoir, est-ce qu'on contrôle vraiment toute l'épaisseur, c'est-à-dire en gros les 46 mm, qui peut se regrouper avec une question sur la notion d'empilement multimatériaux. Donc finalement, on tombe à peu près sur la limite. C'est quoi? C'est les fameux 50 mm qui seraient une limite. Donc en dessous de 50 mm, c'est adapté. Au-dessus, c'est peut-être moins adapté ou plus compliqué, c'est ça? Alors, c'est malheureusement plus complexe que ça. Ça va dépendre de plusieurs paramètres. Donc, ici, vu qu'on fait la comparaison avec le système sous pression, c'est la sollicitation sous pression d'un système fermé qui nous permet vraiment d'aller solliciter les défauts qui sont sollicités de par la dilatation de l'intérieur vers l'extérieur, où là,
on aura très, très facilement une profondeur de pénétration du coup assez importante. Solliciter thermiquement un CFRP de 50 mm, jamais on verra jusque derrière, parce que au fur et à mesure qu'on va pénétrer dans la pièce, l'onde de chaleur va diffuser latéralement et on va avoir difficilement l'influence d'un défaut très profond sur la surface. Donc en CFRP, en fonction du type de défaut, on est plutôt sur un maximum de 48 plis, je dirais. Ça va encore une fois dépendre un peu des conditions de mesure, mais on peut avoir cette idée-là. Si vous avez un système avec nid d'abeille, bah là, ça peut monter au-dessus des 10 mm. Et donc, les systèmes sandwich, mousse aussi, où là, on a des résultats où on détecte des délaminations ou des fissures dans le cœur de la pièce, donc dans l'insert mousse, qui peuvent aller jusqu'à des 50 mm. Alors là, on n'est plus sur des défauts de quelques pixels. Hein. On est sur des défauts qui influent vraiment sur la résistance mécanique de la pièce. Donc voilà, malheureusement, il n'y a pas de règle, facile à appliquer. C'est vraiment au cas par cas. Ça va dépendre, donc je disais, des matériaux, de la pièce et de la sollicitation qu'on peut utiliser. D'accord, donc sur les différents types de matériaux, finalement, c'est pas tant le matériau qui va jouer. Faut essayer. Est-ce que c'est plutôt l'état de surface qui jouera alors? C'est-à-dire, finalement, est-ce qu'on peut dire, on a certaines méthodes, on a eu une webconférence sur les terahertz, on sait que les terahertz ne sont pas adaptés pour certains types de matériaux, les fibres carbone, voilà, Oui. Parce que c'est lié à la technologie elle-même, hein, à la méthode elle-même. Est-ce que finalement, la chirographie, elle n'a pas de limite sur le type de matériau, mais en revanche, est-ce que les contraintes doivent être plutôt sur l'état de surface, un état de rugosité ou Alors, il y a une limite au niveau de l'état de surface. Donc, en fait, nous, on recherche une réflexion diffuse. Et donc, en fait, au niveau optique, il faut que ce soit une surface qui n'est pas miroir. Alors après, si elle est, on a des solutions. Mais donc, ça va marcher sans problème si vous avez une réflexion diffuse. Sinon, comme on a pu le voir sur le cas pratique du COPV, là, l'effet un peu brillant du fini de surface peut poser problème. Et là, soit on utilise, si c'est une réflexion vraiment ponctuelle, un polariseur, soit vraiment dans les cas extrêmes, on doit travailler avec du blanc de poudrage, là, comme vous avez vu sur cette application-là, avec l'intérêt que c'est vraiment juste pour casser l'état de surface, et donc on n'a pas besoin de quelque chose d'homogène, comme ça peut être le cas en thermographie, par exemple. Mais donc la surface, ça va vraiment plutôt être un go, no-go sur l'état de surface, avec vraiment des applications. Si vous avez un système polymiroir, où là, il faut un peu casser le poly. Mais ce n'est pas vraiment une limitation. Donc voilà, c'est vraiment la nature du matériau et la manière dont on le sollicite. Parce qu'on a une question dérivée qui est assez précise. Hein. C'est je vais la lire. Du coup, est-ce que la formation de gel en surface pour un réservoir cryogénique peut gêner la mesure? Oui, je dirais que oui. Alors, si c'est quelque chose qui est très... Si ça évolue pendant l'acquisition, c'est certain. Mais il y a des chances, ça reste de la glace, donc il y a des chances que ça réfléchisse moyennement. Il y a une partie qui va être absorbée, réfléchie. À mon avis, c'est un problème. D'accord. Donc, je fais une pierre deux coups, parce qu'il y avait la question précédente qui était liée, c'était est-ce qu'il y a des références sur des réservoirs de type cryogénique? Donc là, vous n'avez pas fait d'essai pour l'instant. On a des... À voir. On est sur un projet de développement. On est sur un projet de développement avec des partenaires ici sur les applications cryogéniques, mais le projet est en construction. D'accord. Et une question qui s'adressera peut-être aux deux, c'est sur l'excitation thermique. Quand on parle d'excitation thermique, finalement, quel type de sollicitation? Est-ce que ça va être un chauffage linéaire, une impulsion, un créneau? Et du coup, côté robotisation, si on a robotisé la chirographie, est-ce que le robot peut porter également le système d'excitation ou est-ce que ça nécessite un dispositif complémentaire? Donc, on est sur quelque chose de basique. C'est pas exigeant en termes de sollicitation. Donc, on est typiquement sur un square pulse. Mais les exigences en termes d'homogénéité et autres sont quand même
largement moindre que ce qu'on peut avoir en thermographie active. Donc on est sur des systèmes bon marché et qui peuvent tout à fait être embarqués sur le robot. Alors dans les petites photos qu'on a montrées, c'est pas le cas, c'est toujours pour que ce soit un peu plus beau et plus propre. Mais sinon, typiquement, oui, on a des sources qui sont des radiants infrarouges quand c'est possible, parce que là on est sur ça permet de ne pas avoir de ne pas éblouir la caméra par la lumière visible et donc d'avoir vraiment une bonne mesure pendant la chauffe aussi. Mais voilà, sinon ça marche avec un spot halogène aussi, même si c'est de plus en plus difficile à trouver. Donc on peut effectivement, oui, on peut effectivement l'embarquer assez facilement sur un robot à côté de la tête, en respectant la charge admissible par le robot. Alors c'est mieux quand on le sait avant, ça veut dire ça peut nécessiter d'utiliser un robot un peu plus qui peut porter un peu plus lourd, mais bon, on est sur des systèmes qui sont pas contraignants, donc ça se passe bien. Et on peut même avec la CAO de cette lampe ajoutée, l'intégrer dans le modèle du robot et dans la simulation. C'est-à-dire que dans la simulation, on a l'ensemble qui est intégré au bout du robot. Hein. Et on sait détecter des risques de collision ou autres avec l'ensemble. Et à ce sujet, une question sur la partie robot. Est-ce que le fait qu'il y ait des vibrations éventuelles ou tout à l'heure, Hervé, tu as parlé de précision de positionnement, est-ce que finalement, même si elles sont très répétables, est-ce que ce faible écart, même s'il existe, est-ce qu'il est problématique ou est-ce que on peut le corriger numériquement? Et puis, est-ce que du coup, le fait que, je sais pas, un robot en fonctionnement, est-ce qu'il continue de vibrer? Est-ce que ça vient pas perturber la mesure en chirographie? Alors vibrer, non, c'est pas un problème. C'était même la première question qu'on nous a posée il y a pas mal d'années, au tout début, qu'on a commencé à mettre une caméra au bout d'un robot. Ça a été justement la question, c'était mettre une caméra au bout d'un robot, le mettre sous asservissement et voir si ça vibrait. Et les résultats étaient bons, ce qui nous a permis de développer les machines de thermographie notamment. Et pour ce qui est des répétabilités, c'est toutes les procédures de calibration qui permettent justement de s'affranchir du robot lui-même et des limites du robot pour trouver alors par des systèmes de calibration optique assez complexes pour justement s'affranchir de toutes ces limites. Donc non, il n'y a pas de limitation là-dessus. D'accord. Et dans la même veine, entre le cobo et le robot, on comprend bien le côté collaboratif, mais est-ce que du coup, il y a des différences de capacité en termes de répétabilité, de capacité à se repositionner au même endroit? Est-ce qu'un cobo va être un peu moins performant au-delà de l'aspect de la charge capable d'être portée? Alors, la gamme des cobots s'est nettement étendue, c'est depuis 1 an et demi, 2 ans là. Effectivement, on était limité jusque-là par la capacité de charge. Maintenant, il y a des cobots qui sont plus costauds, on va dire. La limite du cobo, c'est aussi les vitesses de déplacement, mais c'est pas un sujet dans ces applications-là. On va pas chercher de la vitesse, on va pas faire du pick and place ou du picking, c'est pas le but, c'est pas l'application. Donc c'est sur ces applications de CND, quand le process est collaboratif aussi, bah, le cobo est une solution intéressante. D'accord. Ok. Et une dernière question, sauf s'il y en a d'autres entre-temps qui arrivent, qui est alors là aussi une question très précise, donc je vais la lire directement. Est-ce qu'il y a eu des études d'impact de cette technique pour de l'inspection sur des spécimens pyrotechniques? Donc après le cryogénique, là on a le pyrotechnique, donc ça fait peut-être référence à la présence d'un laser et à la nécessité de chauffer peut-être. Ah oui, ok, oui. Donc, je rappelle, typiquement, on va chauffer en dessous de 10 degrés la surface. Donc, ça veut dire que vraiment, en termes de quantité d'énergie, on est sur pas grand-chose. Alors, les valeurs en joules, je peux les communiquer, je ne les connais pas par cœur. Donc, je suppose que ça ne devrait pas être un problème. Je ne suis pas un spécialiste en objets pyrotechniques. Donc je ne sais pas quelles sont les limitations d'utilisation. Pour ce qui est du laser, là, on est sur un laser qui fait 300 milliwatts
à l'origine. Donc, en termes de puissance par centimètre carré, il n'y a rien du tout. Donc là, lui ne crée aucune élévation de température notable. Donc, voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Alors, peut-être que le plus simple, ce sera de reprendre contact, effectivement, à post-journée pour détailler sur des questions qui sont effectivement très précises et pour pouvoir aller en détail. Effectivement, là, la webconférence n'est peut-être pas le format suffisamment précis pour aller aussi loin dans le détail ou s'il y a des faisabilités à faire ultérieurement. Donc, écoutez, merci. Il n'y a pas d'autres questions. On a tenu le timing. Je vois 1h05 d'enregistrement, donc on est pas mal. Comme indiqué donc, en introduction, les présentations vous seront transmises par les différents intervenants qui ont dans votre liste de contacts. N'hésitez pas à revenir vers eux si vous avez des questions vraiment plus précises ou vous souhaitez aller plus loin. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et bon appétit pour ceux qui auront le courage de rester avec nous jusqu'à 13h. Merci à tous. Merci. Au revoir.